Voilà, vous savez tout, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est Salomé, elle est juste là derrière. Elle a beaucoup de talent et elle est même applaudie par le public. Elle le mérite. Parole d'expert chaque jour de 14h50 à 15h20. Merci d'être fidèle à notre rendez-vous, une émission préparée par Quentin Lemiestre, qui est avec moi aujourd'hui en plateau pour la question du jour. Eh bien, on va parler, surprise, on va parler du saucisson. Car figurez-vous qu'il y a un mondial du saucisson, qu'il y a une académie du saucisson, de grandes surprises. Aussi avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir René-Louis Thomas. Vous êtes recteur de l'académie du saucisson. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et à vos côtés, André Baudin, vous êtes membre de cette académie, vous êtes écrivain et ancien journaliste. Merci à vous deux d'être présents sur ce plateau. Et finalement, cette histoire de mondial du saucisson ou de concours, c'est une histoire d'amitié. Exactement, exactement. Nous sommes tous les deux des anciens journalistes qui avons sévi dans le même journal en 1900, bien avant, enfin il y a très longtemps, disons. Et traditionnellement, chaque année, les journaux ne paraissant pas le 1er mai, les journalistes se réunissent le 30 avril pour célébrer, faire la fête entre eux, etc. Et nous, on a perpétué cette tradition en en trouvant des idées originales chaque fois pour se réunir, faire la fête, bien manger, bien boire. Et c'est comme ça qu'est née, à partir d'une blague de potache un peu, qu'est née cette idée du mondial du saucisson. Mais ça, je pense que René-Louis va mieux en parler que moi. Alors, monsieur le recteur, je dois vous appeler comme ça? Alors, pour commencer, cher ami, merci de m'accueillir ici dans ce cadre prestigieux. Mais je ne suis plus le recteur, je suis le recteur honoraire, puisque depuis 2 mois, j'ai passé la main à une équipe rajeunie. Nous étions 4 au début, nous sommes 60 aujourd'hui, avec un recteur et une rectrice. Et donc, il faut quand même rendre cette justice. Alors, l'ami André a dit le fond des choses. À l'origine, c'est une histoire d'amitié. Mais à l'origine, il y a un charcutier breton, très connu à Paris, qui s'appelait Yves Le Delas, qui a créé la maison Le Delas, que tous les gastronomes du monde entier connaissent et qui existe encore au marché de Rungis. C'était un fils de charcutier qui un jour m'attrape par la cravate et me dit: toi qui es un peu dans le journalisme, la com, tous ces machins, qui connais bien le vin, il faut faire un mondial du saucisson, un concours comme on fait pour les vins, mais aussi sérieux. Cette idée a mijoté pendant une 30aine d'années, et lorsque je l'ai proposé à mes amis, nous étions 4, André Baudin, Monsieur Joubert et un autre qui nous a quittés. Évidemment, ils ont été partie prenante. On a créé l'académie en 2017. L'année suivante, on a fait le premier mondial du saucisson dans un village ardéchois de 900 habitants qui a accueilli 15 000 personnes venues de 12 pays différents. Ensuite, rupture Covid, et nous en sommes là aujourd'hui pour préparer le 2022. Alors, oui, André. Voilà, si je me permets d'ajouter, c'est que pour être à l'origine de l'origine, on revient à Rabelais. Ah. Parce qu'il faut savoir que Rabelais, qui était un écrivain humaniste, était aussi médecin. Et il a fait ses études de médecine à Montpellier. Et son premier poste a été nommé à l'hôpital Dieu de Pont-du-Rhône, qui est, je crois, la ville de Tournon aujourd'hui. Et là, il a découvert, lors des marchés, des marchés ardéchois qui avaient... Ah. La foire aux oignons. Voilà, la foire aux oignons. La foire aux oignons. Il a découvert que les paysans du coin avaient un produit dont ils se délectaient. Et il a demandé à y goûter, il a été amoureux, et il a inventé lui-même, Rabelais, le mot saucisson, qui n'existait pas, c'est Rabelais qui l'a inventé. Voilà. D'accord. Alors, quand vous parliez, René-Louis, de la première édition en 2018, elle a eu lieu où? Et ça s'est passé comment? Comment on peut décrire un mondial du saucisson? Qu'est-ce qui se passe exactement? Alors, il se passe 2 choses concomitantes. C'est-à-dire qu'il y a le concours international de dégustation, labellisation des meilleurs saucissons, qui est une affaire dont le sérieux est hallucinant.
c'est d'ailleurs tellement sérieux que certains fabricants industriels de saucissons en ont peur. Et autour de ça, il y a la foire aux saucissons et produits des terroirs, qui en l'occurrence était ardéchoise. Et pendant 2 jours, 13 ou 14 ou 15 000 personnes ont tourné de l'un à l'autre jusqu'à ce que le concours déclare son premier palmarès. Et alors, ils viennent d'où, ces saucissons? Alors, la civilisation du saucisson, parce qu'il s'agit d'une civilisation très voisine de celle du vin, géographiquement. Elle est dans une quarantaine de pays, mais évidemment, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et puis aussi, on s'y attend moins, la Suisse, la Belgique, et puis en Amérique du Sud, l'Argentine, le Mexique, etc. Mais disons que c'est dans cette petite Europe méditerranéenne qu'il y a la plus grande tradition de saucisson, sachant que lorsqu'on parle saucisson, on pense immédiatement porc, oui. Mais il y a une trentaine de bêtes qui servent à faire du saucisson. Puisque selon la définition de la direction des fraudes, c'est une viande embossée dans un boyau, il n'y a pas écrit porc. Mais dans notre France, 80% c'est du porc. D'accord. Donc il n'y a pas que du porc, non? Ah, pas du tout. Pas du tout, puisque lors de la première édition, parmi les médailles d'argent, je crois, pas d'or, oui. Et il y avait du saucisson de canard, du saucisson de cheval, du saucisson de présalé, qu'on oublie souvent, oui. Qui est très rare et qui est très bon. Et nous avions même du saucisson du kangourou, puisqu'un des médaillés d'or est un charcutier ardéchois exilé en Australie. Comment est choisi le jury? Alors le jury est parti de 2017, de la création de l'Académie, d'un appel que nous avons lancé. Nous avons eu 1470 réponses en 15 jours. De personnes qui voulaient être dans le jury. Au fil des ans, nous avons passé le tamis pour avoir un jury de très très haut niveau. Et aujourd'hui, nous fonctionnons avec un panel de 200 noms, sachant que pour le concours, il faut avoir entre 120 et 150 personnes sous la main, qui sont des gens comme tout le monde, des amateurs, des amateurs avisés, qui sont souvent des dégustateurs d'autres choses, des dégustateurs de vin, d'autres produits, qui ne sont pas des professionnels du saucisson. Ah. Ce sont des amateurs, c'est le public, ce sont des consommateurs. D'accord, mais comment les sélectionner alors, ce ne sont pas des professionnels. Alors ils candidatent, on examine ça et puis on les forme. Et après, on passe plusieurs tamis pour arriver à notre résultat actuel, qui est un panel de très haut niveau. Et ces gens-là dégustent selon une procédure qui nous a été léguée par le concours des grands vins de France, qui est, à mon avis, bon, ici, je suis un peu prudent pour le dire parce qu'il y a un concours concurrent, mais le concours des grands vins de France de Mâcon, c'est le label absolu, parce qu'il ne s'appuie que sur le goût, oui. Au terme d'une analyse sensorielle poussée, et c'est une véritable garantie pour le consommateur. Et on a voulu faire la même chose pour les saucissons. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas le meilleur saucisson du monde ou le champion du monde. On veut faire en sorte que les consommateurs, lorsqu'ils voient le label Rabelais, disent là, on peut y aller. Après, chacun ses goûts et ses couleurs, mais on peut y aller. C'est dédié aux consommateurs. Oui, il faut dire que tous ces gens-là sont formés à l'Université du goût de Suze-de-la-Rousse, oui. qui est un institut où on apprend avec des chercheurs, où on apprend à savoir comment apprécier un bon produit, comment il doit être fabriqué, comment il doit être dégusté, comment il doit être jugé, avec des normes qui sont des normes très scientifiques, très sérieuses. Oui, oui, oui. C'est ça le sérieux justement du Mondial Saucisson, c'est parti d'une blague, mais ça... Alors, mon cher André, oui. À l'origine, les procédures de dégustation ont été élaborées grâce au LACO, qui est un laboratoire de l'Université du vin, mais c'est le début, puisqu'il nous a fallu adapter le saucisson, qui est très particulier à déguster. Et les techniques utilisées par le LACO ne suffisent pas. Je vous explique, donner un exemple très simple. Lorsque vous dégustez des vins, bon, on appelle ça de l'analyse sensorielle, il y a des procédures, etc., etc.
vous pouvez déguster 10, 15, 20 échantillons en vous rinçant la bouche avec de l'eau. Oui. Avec le saucisson, c'est impossible. Ah. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que dans le saucisson, il y a du gras. Wow. Et s'il n'y a pas de gras, c'est pas du saucisson. D'accord. Le gras, c'est le goût. C'est le porteur de goût. Comme l'alcool porte le goût dans les parfums, les odeurs, le gras. Bien sûr. Et donc, il a fallu trouver des astuces pour permettre à des dégustateurs, amateurs ou un peu formés, à déguster 10, 12, 15 échantillons, ce qui est le maximum. Et on leur a appris à se rincer la bouche entre deux. Et on a fini par trouver quelque chose qui est un moindre mal. On fait un rinçage avec un vin blanc qu'il ne faut pas boire avant de boire un peu d'eau. Et le vin blanc qui en ce moment nous donne satisfaction, c'est curieux puisque nous arrivons de la vallée du Rhône, c'est le Gros Plan nantais. Ah bon? Ça va surprendre. Oui. C'est le vin qui fait le mieux il est assez astringent, il n'est pas très alcoolisé pour que les vapeurs montent quand même pas. Et donc pour le moment, en attendant mieux, mais c'est des vins très très bons, les dégustateurs se rincent le palais avec un peu de Gros Plan nantais, à la limite avec le vin blanc de meilleure qualité, oui, mais qui est trop bon presque. Et ils le crachent, après ils boivent un peu d'eau et ils continuent. Et ils arrivent ainsi à déguster jusqu'à 15 saucissons pour les meilleurs, avant de dire des bêtises. Alors, on va continuer, vous ne bougez pas, hein. Vous ne bougez pas, on va continuer avec le saucisson, beaucoup d'enseignements. Mais tout d'abord, je le disais, eh bien, c'est la question du jour générique. Voilà, alors la question du jour aujourd'hui, deuxième jour consécutif pour notre ami Quentin Melemiastre. Quentin, bonjour. Bonjour Alain. Alors, on va parler du thé. Alors je ne sais pas, on demandera à nos amis tout à l'heure si ça peut être compatible, je ne sais pas. On va parler du thé et Quentin, ma question du jour est celle-ci. Le thé, avant d'arriver dans nos tasses, est une semence. Quelle est son origine finalement? Bon, comme vous le savez certainement, le thé provient d'un arbuste d'Extrême-Orient, le théier, donc largement cultivé pour ses feuilles, qui, une fois séchées ou plus ou moins oxydées, servent à la préparation d'une infusion qui peut être dégustée avec un bout de saucisson, hein, c'est le thé. Ouais, d'accord. Bon, ok. Alors, j'en bois peu, mais j'en bois. Mais donnez-moi 5 bonnes raisons de boire du thé. 5. Alain, effectivement, il y a plusieurs bonnes raisons de boire du thé. Tout d'abord, un possible rôle dans la perte de poids. Deuxièmement, une aide à la santé dentaire. Troisièmement, des propriétés anti-cancer. Quatrièmement, la prévention du déclin cognitif. Il faut savoir que boire régulièrement du thé est très bon contre les maladies d'Alzheimer et de Parkinson. Et cinquièmement, la réduction des maladies cardiovasculaires. Alors, une chose est certaine, il faut boire son thé sans sucre. Ah, là c'est différent. Et alors, Quentin, combien de tasses par jour? Est-ce qu'il y a une limite? Selon la direction des produits de santé naturelle, il faudrait boire entre 3 à 9 tasses de thé par jour pour bénéficier d'effets sur la santé. Ouais. Et qu'est-ce qui distingue les différents thés? Parce que dans les boutiques à thé, c'est très compliqué pour moi. Oui, hein. Toutes les sortes de thé proviennent du même arbuste, donc le théier. Ce sont simplement les procédés de fabrication et les traitements que subissent les feuilles de théier qui vont les différencier. Il faut savoir que le thé vert et le thé blanc n'ont subi aucune fermentation. Le thé oolong, qui a des caractéristiques qui se retrouvent entre le thé vert et le thé noir, lui a subi une demi-fermentation. Et le thé noir, lui, est fermenté dans un milieu plutôt humide qui lui confère sa couleur cuivrée et un arôme particulier. Également une mise en garde par rapport à la consommation de thé, il y en a toujours une. Les tanins que l'on retrouve dans le thé entravent l'absorption de près de 70% du fer alimentaire. Les gens souffrant d'anémie ou ayant de faibles réserves en fer devraient boire le thé en dehors des repas et non pendant les repas. Et alors, ma dernière question, comment réussir une parfaite infusion? Bon, c'est simple. Il est important de savoir que la teneur en théine et en antioxydants varie en fonction de la sorte de thé utilisée et de la méthode d'infusion.
plus on infuse, plus la concentration en antioxydants et en théine est élevée. Ah ben voilà, donc j'ai appris pour le thé. Je vous promets, Quentin, je vais m'y mettre, mais de manière beaucoup plus importante. Continuez à en boire. Je vais continuer à en boire. Merci Quentin, on va continuer donc avec le saucisson, bien évidemment, et notamment l'Académie du saucisson avec son mondial. Et à mes côtés, donc René Louis Thomas et André Baudin. Mes amis, une question, c'est... vous disiez une rupture, bien évidemment, relative à la crise sanitaire que nous subissons. Ça veut dire comment vous avez continué à avoir des activités, mais peut-être de téléphone à téléphone, d'internet à internet. Est-ce que vous avez continué à travailler sur votre réseau? Alors, tout à fait. Nous avons reporté 3 fois les dates avec des villes qui ont dû se décommander, notamment Guémené, qui était une ville candidate qui est la capitale mondiale de l'andouille, mais on n'est pas raciste, et d'autres villes. Et nous avons travaillé, on a profité, si vous voulez, de ces vacances forcées pour affiner le panel des jurés, en étant tout le temps en contact avec eux, faire des petites formations par téléconférence, etc. Nous avons affiné un concept que le mondial du saucisson est le seul à appliquer, c'est-à-dire le coefficient de confiance qui est appliqué à la dégustation, sur lequel on reviendra éventuellement. Et nous avons aussi sensibilisé des producteurs de saucissons de qualité, en France bien sûr, mais dans la petite Europe méditerranéenne, et y compris ceux qui avaient participé au premier. Nous avons entretenu le lien. Et aujourd'hui, on est comme des scouts, on est prêts. On est prêts à partir. Et nous avons plusieurs villes candidates à l'étranger, notamment Namur en Belgique et Barcelone. Et puis nous avons des contacts en France qui sont assez avancés, mais sur lesquels je ne peux pas parler pour le moment. Mais nous envisageons d'organiser le prochain mondial en France. Ah, c'est une bonne nouvelle. Oui, André. Pour faire un peu la relation entre le thé et le saucisson, voilà. Ça peut paraître un peu paradoxal. Je crois que reconnaître que dans l'esprit de Rabelais qui était un humaniste, donc le contraire d'un intégriste, Rabelais était médecin, mais pas comme les médecins diafoirus de Molière, ni comme certains écolos aujourd'hui en France. Oui. Donc médecin, je veux dire que Rabelais, il avait l'image d'un bon vivant. Alors, tout ce qui peut faire plaisir à l'homme et lui faire du bien, Rabelais ne pouvait pas être contre, au contraire. Je pense qu'il y avait un lien commun dans le bien vivre, le bien soigner, le bien profiter de la vie, entre le saucisson et le thé. Cette relation peut facilement s'établir, c'est dans son esprit. Il y a un lancement, ou il y a eu un lancement, ou il va y avoir un lancement du mondial Rabelais Junior. Oui, c'est une décision. C'est pas une idée des académiciens, dont la moyenne d'âge est d'environ 80 ans. C'est une idée qui nous a été imposée en 2018 par une jeune parisienne, Noah Oliven, qui avait participé avec son papa et qui nous a pratiquement imposé d'organiser une version junior, parce qu'elle a dit mais les enfants aiment le saucisson, et de cette idée est parti le mondial Rabelais Junior, qui répond à la même organisation et qui se déroule en même temps que le mondial, mais qui est réservé aux jeunes de 7 à 17 ans. Oui. Et qui participent à la dégustation générale, mais qui désigne ses préférés. Quand vous parlez de formation, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est ça la formation? Alors la formation aujourd'hui, elle est affinée, c'est-à-dire un programme affiné, et comme on a des jurés qui sont déjà formés, on remet une couche la veille du concours. Oui. Les nouveaux jurés découvrent l'opération, mais ils sont peu nombreux, et les anciens, c'est une remise à jour. Oui, André. Oui, parce que, pour revenir à Marcon, le grand chef cuisinier Marcon, qui nous accompagne à cette aventure, pour lui, le saucisson, c'est sa jeunesse. D'accord. Il nous rappelle que le saucisson faisait partie de ses parties de campagne avec ses grands-parents, ses parents, ses amis. On allait à la campagne, on se saucissonnait, et pour lui, c'est un souvenir qui l'a marqué toute sa vie.
le bien vivre et le bien manger et être ensemble. Voilà. Oui. Donc, Et alors, je suis content que tu évoques Régis Marcon, qui est le parrain de notre académie. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chef étoilé, mais il est surtout le président des Bocuse d'Or, connu dans le monde entier. Et il voyage en permanence. Et il emporte toujours dans sa valise 2 ou 3 saucissons, parce que lorsqu'il arrive dans des pays étrangers, on leur dit « Est-ce que tu as du saucisson ?» C'est exact. D'accord. En plus, dans son restaurant triplement étoilé, est connu surtout des amateurs de champignons, à Saint-Bonnet-le-Froid, est connu également des amateurs du rallye de Monte-Carlo. Il est le seul chef, surtout à ce niveau, à mettre du saucisson dans le poisson. Comme dit notre ami Jean Joubert, qui est contrôleur général des boyaux gras, c'est quand même un mec qui met de la saucisse dans la morue. Bon, c'est un peu osé, mais c'est comme ça. Et il a en effet un morceau de poisson de cabillaud, préparé comme savent préparer des grands chefs, dans lequel est infiltré une sorte de vermicelle de saucisson grillé. C'est unique au monde. Unique, ouais, ouais. Le coefficient de confiance est très très important pour vous. Oui, alors, là, c'est autant le saucisson est rabelais, ça porte à la rigolade. D'ailleurs, nous sommes des rigolos. Mais le concours est quelque chose d'extrêmement sérieux. C'est-à-dire qu'en gros, les jurés, la notation se fait sur 100. Les jurés, au terme de leur analyse organoleptique, de leur analyse sensorielle, ont droit à 80 points. Et le comité du coefficient de confiance a prévu les autres 20 points. Ces 20 points sont faits comment? Les concurrents nous fournissent des échantillons en présélection avant le concours. Oui. Ça s'étale pendant 8, 9, 10 mois avant. Et ils nous fournissent leurs fiches techniques. Nous prenons leurs échantillons, nous les disséquons, nous prenons les fiches techniques, nous les comparons avec l'étiquetage. Ensuite, si nous avons des doutes, nous recontactons le concurrent pour lui poser des cols. Et s'il y a encore des doutes, on enquête comme des flics. Ah oui, carrément. Ah, carrément. Vous voyez, c'est du sérieux. Hein, parce qu'on veut savoir, parce qu'on on prétend que savoir ce que l'on mange est un droit. Et donc, on veut vraiment savoir ce qu'il y a dedans. Quoi qu'il y ait, nous ne sommes pas des intégristes de certains trucs, mais on veut le consommateur doit savoir d'où vient le cochon, qu'est-ce qu'il a mangé, comment il a été élevé, comment il a été abattu, qu'est-ce qu'on a mis dans la recette. On veut tout savoir. On accepte évidemment que certains salaisonniers aient un secret de fabrication, auquel cas ils doivent nous le dire. Et c'est ce travail qui est fait en amont longuement qui permet d'avoir éventuellement jusqu'à 20 points de plus que l'analyse sensorielle. C'est ce qui fait que ce concours ne plaît pas beaucoup aux fabricants de merde. Alors on arrive pratiquement au terme de cette émission, ça va vite. Dites-moi, la consommation du saucisson ne faiblit pas, même s'il y a une vraie guerre, une guerre qui fait rage sur le front des nitrites, c'est ça? Ah, alors ça c'est... Bon, c'est le sujet qu'il faut aborder, même si c'est délicat. Rapidement. Alors très rapidement. Alors d'abord, la production de saucissons. En France, on fait 80 000 tonnes de saucissons par an. C'est énorme. Et dans ces 80 000 tonnes, il y a le pire et le meilleur, comme partout. Mais pour revenir à votre question, qui est un sujet à la mode, et je dirais un peu tarte à la crème, la présence de nitrite. Et là, l'Académie a une position extrêmement claire. Contre tous les intégrismes, on estime, compte tenu de toutes les études dont nous disposons, que le nitrite est pour le moment indispensable à la santé des consommateurs. L'important, c'est qu'il soit dosé convenablement. Ouais. Et la France est certainement, avec ses instances, avec la DCCRF, le pays qui contrôle ça le mieux. Et en 2020 a été pondue une étude qui permet à tous les salaisonniers de savoir exactement ce qu'il faut faire. Alors, il n'y a pratiquement plus de tricheurs. Autrement dit, le débat sur les nitrites est périmé. D'accord. C'est-à-dire, c'est aujourd'hui. Alors, je me permets d'ajouter que, jeune enfant, j'ai été un cueilleur de salpêtre. D'accord. C'est-à-dire que j'allais cueillir sur les meurs des caves du salpêtre, c'est-à-dire du nitrate, que l'on donnait aux paysans qui faisaient leurs saucissons, et eux ne dosaient pas bien. Et il y a effectivement
des problèmes de santé très graves. En tout cas, merci. On va se retrouver très très rapidement pour un nouveau mondial du saucisson. On a pris note sur le territoire national. On n'en dit pas plus, on en saura plus dans quelques jours et bien évidemment, on vous tiendra au courant. Voilà, on arrive au terme. Merci messieurs, merci infiniment. On se donne rendez-vous demain, 14h50 pour un nouveau numéro de Parole d'Experts. Mais tout de suite après, ne bougez pas, l'excellentissime Ivar Couder pour Semence Mag. Bye bye, prenez soin de vous.